Chers élèves, bonjour et bienvenue parmi nous dans cette nouvelle séance. La dernière fois, nous avons vu la contextualisation et l'entrée dans l'œuvre. J'espère que vous avez eu un ensemble d'informations qui vont orienter votre lecture et la compréhension de cette œuvre. Nous continuons donc le travail sur le deuxième module et nous travaillons bien sûr, comme nous l'avons déjà vu, sur la pièce de Jean Anouilh intitulée Antigone. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons aborder le prologue. C'est une séance de lecture au cours de laquelle nous allons lire et comprendre le texte du prologue. La séance donc aura comme objectif de reconnaître la fonction du prologue dans la pièce d'Antigone, repérer les indices de la tragédie, repérer les anachronismes dans le prologue. Donc, à partir de ces objectifs, nous aurons comme premier moment la lecture du prologue. Nous allons nous pencher sur ses fonctions et sur les éléments ou bien les indices qui permettent de montrer que c'est une tragédie. Et nous allons mettre l'accent sur les anachronismes puisque nous travaillons sur une tragédie moderne. Pour commencer, nous allons mettre l'accent sur le mot prologue. Alors, la dernière fois, je vous ai proposé quelques questions et sûrement vous avez trouvé des informations sur le mot prologue, sur sa signification. À partir de ce que vous avez trouvé et à partir de ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous allons comprendre de quoi il s'agit exactement. Alors, qu'est-ce qu'un prologue? Le mot donc vient du grec ancien prologos, qui signifie avant, et logos, pro, donc c'est avant, logos, c'est discours. Alors là, on peut dire qu'il s'agit du discours avant la pièce, avant le début de l'action. Alors le mot prologue peut avoir deux significations qui ne sont pas vraiment très différentes. D'abord, donc, pour notre cas, il s'agit d'un personnage qui est créé par Anouilh. On est dans le cadre de la tragédie moderne. Ce personnage va avoir le rôle de présentateur. Il va présenter les personnages, il va présenter l'action au début de la pièce. Donc le prologue, on va le trouver au début de la pièce. Il n'a pas de rôle dans l'histoire, donc il ne fait pas partie des personnages de l'histoire. En général, le prologue, c'est un texte qu'on trouve au début d'une œuvre et c'est un texte qui introduit une œuvre, par opposition à l'épilogue qu'on trouve à la fin. Le point commun entre les deux, c'est que les deux servent à présenter les personnages, leur rôle, leurs liens, et aussi à mettre en place l'intrigue. Voilà donc, chers élèves, vous avez une idée sur le prologue et ce sont sûrement les éléments que vous avez trouvés lors de votre recherche. Il s'agit donc, pour notre cas, la pièce de Jean Anouilh, d'un personnage inventé par Anouilh lui-même. Il va se charger de la présentation des personnages, de l'intrigue. Il va nous présenter un ensemble d'informations qui vont orienter la lecture de la suite de la pièce. Passons maintenant à la lecture du texte. Un décor neutre, 3 portes semblables, au lever du rideau. Tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée, que personne ne prenait au sérieux dans la famille et se dressait seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Pardon. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène, son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi.
car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal, où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe, elle a été trouvée Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé sans étonnement ses yeux graves sur lui, et elle lui a dit « oui », avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas au milieu des autres garçons, et voilà maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là, près de son page, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches, et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué, et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres, plus fristes. Et puis, un matin, des problèmes précis se posent, qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites, c'est Eurydice, la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Et ne lui est d'aucun secours. Créon est seul avec son petit page, qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Ce garçon pâle là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur, solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimant tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les trois hommes roux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes dûment mandaté leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Étiocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun un tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étiocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, sept grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant, la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Étiocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Voilà donc, chers élèves, le texte, vous l'avez sûrement déjà lu chez vous. J'ai fait une autre lecture. Comme vous remarquez, il y a plusieurs éléments qui sont surlignés devant vous. Ce sont les éléments qui vont orienter notre compréhension du texte à travers les étapes que je vous présente comme suit. Nous allons commencer avec une contextualisation, une partie traditionnelle à travers laquelle on essaye d'exploiter les informations que nous avions déjà récoltées au moment de la contextualisation. Alors, le texte est tiré de l'œuvre d'Antigone, de son auteur Jean Anouilh. Le genre, bien sûr, auquel appartient le texte est une tragédie moderne. L'époque des événements, donc, c'est l'Antiquité grecque, et c'est mentionné également dans le texte du prologue, et l'époque de l'écriture, comme on l'avait déjà mentionné. Donc, il s'agit du XXe siècle. C'est Jean Anouilh, c'est un écrivain du XXe siècle, et donc, c'est la nouvelle civilisation.
Passons maintenant à une autre question traditionnelle également, et en ce qui concerne la situation du passage. Alors, que nous apprend le prologue? Que s'est-il passé avant? À quel moment commence l'action? Où se trouve le texte que nous venons de lire? Un ensemble de questions qu'on doit se poser pour arriver à faire et à construire une situation du passage. On situe le passage par rapport aux événements précédents. On se demande sur ce qui s'est passé avant le passage sur lequel nous travaillons. Le prologue nous offre déjà une précision à ce niveau. Alors, il nous mentionne vers la fin du texte que l'action va commencer après la mort des deux fils. Alors, comme situation, je vous propose donc, après la mort d'Édipe, ces deux fils se sont entretués pour le trône, et nous avions vu pourquoi. Créon, accédant au trône, donc refuse la sépulture à Polynice, refuse l'enterrement de Polynice, et qui était considéré comme traître. C'est ainsi qu'Antigone surgit et désobéit à sa loi. Nous n'allons pas évoquer la suite parce que ce n'est pas ce qu'il faut faire lors d'une situation du passage. Donc il faut mentionner ce qui est arrivé avant. Antigone commence après la décision du roi, après la mort des deux frères qui se sont entretués. Le roi Créon donc a décidé de refuser la sépulture à Polynice, qui était considéré comme un traître, et bien sûr l'accorder à Étéocle, qui était considéré à son tour qui était considéré comme le bon frère. Donc il était une décision refusée et inacceptable par Antigone plutôt. Pour l'identification du texte, alors on se demande que fait le prologue dans ce texte. Donc nous avons un texte de type narratif descriptif. Le personnage ici, qui est le prologue, est en train de nous décrire les personnages. Il nous présente les personnages de la pièce, mais il y a aussi la narration. Il nous raconte ce qui s'est passé lors d'un bal. C'est la demande au mariage faite par Aimon à Antigone. Il a aussi mentionné vers la fin du texte ce qui s'est passé avant. Donc on a la narration, la description, dans une visée tout simplement de nous informer. D'accord? Le niveau de langue que nous remarquons utilisé par le prologue, c'est un niveau courant. Donc nous avons un langage courant. Il ne s'agit pas d'un langage soutenu, et nous l'avons mentionné précédemment. Le registre qui domine donc, c'est le registre tragique. On trouve un lexique important par rapport à la fatalité, par rapport à la mort, et nous allons l'évoquer en détail tout à l'heure. Pour la focalisation, alors là, on sent que le prologue en sait beaucoup. Il nous a donné beaucoup d'informations sur les personnages, sur leurs pensées, même sur le passé des personnages. Donc nous avons une focalisation zéro, ou bien ce qu'on appelle également un point de vue omniscient. Donc là, dans le cadre de l'identification, afin de comprendre la place et l'importance de ce texte pour toute la pièce. Alors, pour l'énonciation, donc, qui parle dans le texte, bien sûr, c'est le prologue. Bon, c'est un personnage ici, mais il est inventé par Jean Anouilh, mais ce n'est pas un personnage, je le signale, qui fait partie des personnages de la pièce. C'est un personnage, donc là, il ne s'agit pas d'un texte d'ouverture qu'on trouve dans des œuvres, comme on a déjà signalé, mais il s'agit d'un personnage. D'accord? Un personnage qui va prendre la parole au début et qui va présenter les personnages. À qui il s'adresse? Il s'adresse bien sûr au lecteur et il s'adresse au spectateur, parce que là on parle du théâtre. Donc le théâtre au début, il était destiné à être présenté, à être dit. Donc là on parle toujours de spectateur, mais dans notre cas, bien sûr, on parle de lecteur. De quoi parle-t-il ou bien de qui? Alors, il nous parle des personnages de la pièce, de leurs liens et leur rôle également, de leurs caractéristiques. C'est une question de présentation. D'accord? Il est en train de nous présenter les personnages, leurs liens, leur rôle, leurs caractéristiques. Mais il a également évoqué les personnages absents, à savoir Édipe et ses deux fils, pour nous faire un rappel de ce qui s'est passé avant et pour montrer la relation entre la pièce de Jean Anouilh, le moment où commence l'action, et ce qui s'est passé précédemment. L'objectif donc, ou bien l'intention de ce texte, donc présenter les personnages, présenter leur rôle, présenter leurs liens, leurs caractéristiques, nous informer tout simplement, nous donner des informations sur ce qui s'est passé avant, c'est dans le but d'informer le lecteur et aussi de l'intéresser. C'est le début d'une œuvre.
Donc, normalement, on trouve ces deux fonctions. Quand il s'agit d'un récit, on le trouve dans ce qu'on appelle l'incipit. Quand il s'agit d'une pièce de théâtre, on le trouve dans ce qui concerne la première scène, la scène d'exposition. La dernière fois, nous avons fait un petit rappel de la structure d'une scène d'une pièce de théâtre. Alors, à partir de cela, on va émettre quelques hypothèses de lecture. Alors, le prologue va jouer le rôle d'une scène d'exposition. Pourquoi? Donc, il se trouve au début, alors peut-être donc il se charge de la présentation des personnages, donc cela nous rappelle une scène d'exposition traditionnelle. Alors, le prologue également va contenir des éléments, le texte va contenir des éléments de la civilisation moderne, parce qu'on est dans le cadre d'une tragédie moderne. Nous allons vérifier ces deux hypothèses de lecture à partir des éléments qui viennent. Dans un premier temps, nous allons travailler sur l'exposition à partir de deux moments. Donc, on va travailler sur la présentation des personnages, sur la mise en place de la tragédie. Donc, on va chercher les indices du genre. Dans un deuxième temps, nous allons mettre l'accent sur les anachronismes pour vérifier l'appartenance, bien sûr, de cette pièce de théâtre à son genre qui est une tragédie moderne. Voilà donc pour les deux axes que je vous propose et que nous allons développer par la suite. Commençons avec le premier axe, à savoir l'exposition. C'est une exposition originale parce le lecteur ne se trouve pas devant une scène où il y a un échange de paroles entre des personnages. C'est la pièce d'Antigone de Jean Anouilh. Pour la pièce de Sophocle, comme vous l'avez vu avec moi la dernière fois, on a dit que l'exposition était faite à travers un échange entre Antigone et Ismène. Donc c'était normal, c'était une exposition traditionnelle. Là, on trouve que c'est différent, que c'est original. Donc là, on a plutôt une exposition originale. Alors, nous allons la présentation des personnages. Je vous invite à observer le tableau. Alors, ça rappelle également la question que je vous ai posée l'autre fois. Je vous ai demandé également de chercher les personnages, leurs caractéristiques, ainsi de suite. Alors, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, le prologue met l'accent sur les personnages. Il les présente dans un ordre schématique. Il commence par le personnage principal, à savoir Antigone. Il passe aux autres personnages selon, bien sûr, leur relation avec le personnage principal. Alors, pour Antigone, le prologue nous dit qu'elle est petite, maigre, elle est noiraude, donc là, en ce qui concerne le portrait physique. Portrait moral, donc, nous avons, elle est solitaire, elle est seule, elle est pensive, elle pense qu'elle va mourir, c'est ce qu'elle a dit. Elle est entêtée, donc elle va se dresser seule contre Créon. Elle est renfermée, donc on peut le comprendre à partir de sa posture. Elle a les bras qui entourent les genoux. Elle est déterminée, mais aussi elle est triste. On a parlé d'un sourire triste. Alors le rôle dans la pièce, donc bien sûr elle est l'héroïne. Elle est fille d'Édipe et elle est en même temps la nièce de Créon et elle va désobéir à sa loi. Le sort à la fin de la pièce, comme l'a mentionné bien sûr le prologue, elle va mourir. Ismène, elle est la sœur d'Antigone. Elle est belle, elle est blonde, elle est éblouissante. Remarquez donc la différence entre les deux personnages. Au niveau du portrait moral, elle est rieuse, joyeuse, sensuelle. Elle a un goût pour la danse, pour le bonheur, pour la réussite. Pour son rôle dans la pièce, donc elle est bien sûr la sœur d'Antigone. Au début, elle va essayer elle va chercher à dissuader Antigone. Nous allons comprendre pourquoi. Et par la suite, elle va l'aider vers la fin. Elle va essayer de l'aider. Donc peut-être il n'arrivera pas à le faire. Donc pour son sort, donc elle va vivre, elle ne va pas mourir. Pour Aimant, donc elle est jeune. Il y a une grande ressemblance entre Ismène et Aimant. Le prologue l'a dit, tout le portait vers Ismène. Elle a le même goût de la danse, du jeu, du bonheur, de la réussite. D'accord? Donc elle a les mêmes caractéristiques qu'Ismène. Il est le fils de Créon, le roi, et en même temps, il est le fiancé d'Antigone. Son sort, donc, alors là, il y a juste une petite faute, donc il va mourir plutôt. Donc, il y a la mort d'Aimant aussi. Alors, personnage, toujours avec Créon ici. Créon, portrait physique, donc, il est robuste, il est ridé, il a des cheveux blancs et il est fatigué. Portrait moral, donc, il est fatigué aussi du pouvoir. Il est consciencieux, il aime la musique, il aime les antiquités.
Ceci au temps d'Édipe. Il est le roi de Thèbes et il est le frère de Jocaste, la femme de Laios, et là on parle de l'origine d'Édipe. Son sort donc c'est la vie, il ne va pas mourir. Pour Eurydice, donc, c'est une vieille dame, elle est bonne, elle est digne, elle est aimable. Ce qu'il va faire donc, Eurydice, donc, c'est la femme de Créon et elle est la mère d'Aimon. Tout ce qu'elle va faire tout au long de la tragédie, c'est qu'elle va tricoter toute la pièce et elle va mourir finalement. La nourrice, on ne donne pas beaucoup de choses sur elle. On signale tout simplement que c'est elle qui a élevé les deux petites après la mort de leur mère, Jocaste. Elle va vivre et elle ne va pas mourir. Il y a aussi les autres personnages secondaires. On trouve le page, il est trop petit, il est solitaire. Son rôle est d'accompagner le roi. Pour le messager donc, c'est un garçon pâle, il est rêveur, il est solitaire, il est silencieux, il pense à ce qu'il va faire vers la fin, il va annoncer la mort d'Aimon. Les gardes, ils sont rougeaux, ils sentent l'ail, le vin et le cuir. Ils sont bruts, dépourvus de toute imagination. Leur rôle, c'est d'aider et d'exécuter les ordres du roi. Donc, ils sont les auxiliaires de Créon. Alors, à partir du prologue, nous avons pu relever un ensemble de caractéristiques concernant les personnages. Ces personnages, bien sûr, on va les rencontrer plus tard dans les autres scènes sur lesquelles nous travaillerons ensemble et nous allons bien sûr dégager leur profil en détail. Alors, toujours au niveau de l'exposition originale, on passe au deuxième moment, la mise en place d'une tragédie et on trouve des indices du genre. Alors, à partir de la lecture que nous avions faite ensemble, on constate que le prologue nous donne déjà des indices sur le genre de la pièce. Il nous permet de fixer le code de la pièce. Il nous annonce le destin de trois personnages qui étaient la mort. Donc, je rappelle, c'était Antigone, Aimon et Eurydice. Donc, on parle de la mort. Dans le prologue, on trouve aussi quelques expressions qui renforcent l'idée de la fatalité. La fatalité, c'est-à-dire le destin auquel on ne peut pas échapper. Ainsi, on trouve le désespoir. Parmi les expressions que nous pouvons relever du texte, alors on a « Il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur cette terre, seulement le droit de mourir, mais il n'y a rien à faire, il y a question de désespoir, de fatalité. Elle aurait bien aimé vivre, mais elle ne va pas vivre, elle va mourir, jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir en parlant d'Eurydice. » Ces expressions renforcent l'idée de fatalité et de désespoir et nous orientent vers la tragédie. Nous trouvons également un champ lexical de la mort, mourir, entretuer, pleurs, sépulture, funérailles, funèbres. Ce sont tous des indications qui montrent qu'il s'agit d'une tragédie, qu'il s'agit du genre tragique. On a la notion de la mort et on a la notion de la fatalité. À partir de cela, nous pouvons élaborer comme synthèse partielle. Alors, le prologue remplit la fonction d'une scène d'exposition, effectivement. Il informe ainsi sur les personnages, leur rôle et leur destin. Ainsi, le lecteur découvre qu'Antigone va se révolter et dire non à la loi de Créon, qu'elle est l'antipode de sa sœur Ismène. Donc, nous avons relevé les oppositions entre les deux. Il s'agit d'un jeu de contraste. Donc, Antigone n'a rien à voir avec sa sœur Ismène. L'une est silencieuse, l'autre est bavarde. L'une est renfermée, l'autre rit. Ça, c'est au niveau des personnages. Au niveau du genre également, il s'agit bel et bien d'une tragédie. Et d'ailleurs, le mot tragédie, il était mentionné clairement dans le texte du prologue. Le prologue également rappelle les événements passés et replace le public dans le contexte de la mort d'Étéocle et de Polynice. Ainsi, nous pouvons dire que le prologue assume la fonction, bien remplit la fonction d'une scène d'exposition, mais d'une manière originale. Passons maintenant à ce qui fait l'écart entre la pièce de Sophocle et celle d'Anouilh. Les anachronismes, ou bien les éléments de la civilisation moderne, ils sont présents dans le texte du prologue. Ainsi, on va retourner à la didascalie initiale. Je vous lis donc un décor neutre, 3 portes semblables au lever du rideau. Tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache et s'avance. Alors, nous avons un décor simple et neutre, mis en place. On est loin d'un palais antique avec des colonnes, ce qu'on pourrait trouver bien sûr dans la tragédie antique ou dans la tragédie classique. Le lieu est atemporel, donc on a un décor neutre, ou plutôt adapté au public du XXe siècle. Les actions accomplies par les personnages nous placent encore dans la civilisation moderne.
par les personnages donc, ne correspondent pas à l'époque de la mythologie grecque. Donc on trouve des personnages qui tricotent, d'autres jouent aux cartes, on trouve le bal, on trouve l'orchestre, donc là, qui attaque une nouvelle danse. Tous ces éléments placent le lecteur dans une civilisation moderne. On est loin de l'Antiquité grecque. Donc le prologue présente tous les personnages, y compris ceux qui sont ordinaires. Et nous avons dit qu'au niveau de la tragédie classique ou bien tragédie antique, il n'y a que les personnages nobles. Alors, tous sont déjà sur scène. Il annonce déjà la mort, donc il n'y a pas de suspense. Donc, il nous annonce déjà la mort des trois personnages. Et finalement, le texte du prologue est en prose, c'est-à-dire dans un langage courant. Alors, pour récapituler brièvement ceci, nous trouvons des éléments de l'esprit moderne avec lequel Jean Anouilh a adapté la pièce de Sophocle. Nous trouvons donc d'abord, nous mettons l'accent sur la manière dont on a présenté le texte. Donc, on a un texte en prose, on a un langage courant, on a des personnages qui accomplissent des actions qui ne correspondent pas à l'Antiquité grecque. On a également un décor neutre qui est adapté à toutes les civilisations. Donc, il y a l'intemporalité, donc on a un lieu intemporel. Tous ces éléments montrent l'écart entre Antigone de Sophocle et Antigone d'Anouilh. Ils montrent la présence de ce qu'on appelle les anachronismes. Alors, pour récapituler sous forme de synthèse partielle, dès ce prologue, donc Anouilh annonce des anachronismes. Il mentionne des objets qui n'existent pas dans l'Antiquité. Cela manifeste le choix d'Anouilh de faire une œuvre intemporelle et symbolique. Pour reprendre tous ces éléments, on va passer à une synthèse globale qui récapitule en général les deux axes que nous avons développés ensemble. Alors, ce prologue d'Antigone de Jean Anouilh relève de la scène d'exposition classique. Donc, il s'agit vraiment d'une exposition, mais d'une manière différente, car il répond en fonction de celle-ci. Néanmoins, Anouilh nous invite à la relire de façon singulière à travers un esprit moderne. Cette scène d'exposition répond donc aux attentes du spectateur, mais elle permet aussi de renouveler le genre de la tragédie classique par ses anachronismes, surtout. Voilà donc, chers élèves, nous avons une scène d'exposition originale, nous avons la présence des anachronismes, on sait qu'il s'agit d'une tragédie, on sait déjà qu'il y a 3 personnes qui vont mourir et nous avons un ensemble d'informations qui préparent bien sûr la lecture des autres scènes que nous allons découvrir ensemble. Pourtant, il reste des questions à se poser que j'aimerais bien partager avec vous. Pourquoi Antigone doit-elle mourir ? Pourquoi fait-elle ce geste qui va la condamner à mort et pourquoi meurt-elle puisque ce n'est pas la décision des dieux? C'est à vous maintenant de mener une réflexion sur ceci. Peut-être vous avez d'autres réflexions, peut-être le texte suscite en vous d'autres réflexions et vous invite à réfléchir sur l'absurdité peut-être de son geste. Il s'agit peut-être d'une mort absurde. Nous allons découvrir ces éléments au fur et à mesure de la lecture des scènes que je vais vous proposer, qu'on va vous proposer ensemble pour les séances prochaines. Alors, arrivons au terme de cette séance. J'espère qu'elle vous a été utile. Essayez de relire encore une fois le prologue à la lumière de ce que nous avons vu aujourd'hui et bien sûr, essayez de lire toute la pièce.